c'est parti. Aujourd'hui on va parler du silure. J'ai fait un article sur mon blog, pub apprendre-à-pêcher-en-ligne.com. J'ai fait un article sur mon blog qui a carrément cartonné puisqu'il y a eu plus de 500 likes. Je suis encore étonné aujourd'hui. Vous êtes fous. Et ça me semblait intéressant du coup de faire une petite vidéo à la fois pour toucher plus de monde parce que le but de cet article c'est un petit peu de casser les clichés de ce nouveau carnassier. Et à la fois parce que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien, je trouve ça cool, donc j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà, si je regarde à gauche, c'est parce que j'ai mon ordi avec l'article. Non, je n'ai pas appris l'article par cœur pour faire cette vidéo quand même, malgré qu'on ait tout notre temps. Donc, Silure Glan, son vrai nom c'est Silurus glanis. Faire cet article, ça me tenait à cœur parce que on a encore pas des non-dits, mais on a encore comment dire, une espèce qui quand même se voit disputer la place entre nuisible ou non nuisible. On l'accuse de choses qui n'est pas responsable et pour moi il a un petit peu comment dire, le rôle du bouc émissaire du déclin, de la propreté de nos rivières, je vais y arriver, de la disparition d'espèces, etc. Donc ça me semblait intéressant de faire ça. Alors, pour commencer, pourquoi il se voit disputer la place entre nuisible et non nuisible? Déjà on ne dit pas nuisible, on dit espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques, mais on va dire pour parler un petit peu plus rapidement, on va dire nuisible ou non nuisible, sinon ça va me saouler, ça va vous saouler aussi. Donc du coup, faut savoir que le silure ça a été introduit il y a entre 30 et 50 ans en France. Je vous donne une petite date, en 1857 dans la pisciculture de Yöning. Donc ça c'est une pisciculture en France, mais à la frontière entre l'Allemagne, il me semble. Peut-être que je dis des conneries, mais c'est en France. Voilà. Et la première fois qu'on a recensé des silures dans les années 1970-80, par exemple en 83 dans le Tarn, en 76 dans la Seine, en 89 dans la Garonne, bref, un petit peu dans ces eaux-là. Et à l'époque, on n'avait pas tellement de données d'informations, de connaissances sur ce poisson, et du coup, on s'est dit, c'est quand même un gros poisson qui peut atteindre les 2 mètres et dépasser la barre des 100 kg. C'est quand même un poisson où on a peu de connaissances, et c'est aussi un poisson qui mange les autres poissons, donc c'est un carnassier. Bon bah c'est sûr, il va vider nos rivières, et voilà, donc allez, on va faire ça, on va faire passer le silure pour responsable du déclin des espèces en France. Au moins ça va nous donner bonne conscience, et voilà, sauf que pas du tout. Si on regarde un petit peu des études qui ont été faites, un petit peu, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Le silure il a plus un effet positif sur nos eaux françaises que négatif. Donc c'est pour ça le but de l'article. J'ai commencé parce que j'aime bien un petit peu savoir l'avis des pêcheurs, de partir dans l'avis des pêcheurs, puis ensuite soutenir les propos ou les démontrer avec des études scientifiques, ou avec mes expériences personnelles, etc. Donc j'ai fait un sondage sur le groupe Pêche au leurre, un groupe Facebook. J'ai entre guillemets récolté, ou en tout cas on a eu plus de 700 votes, et donc du coup, alors je dis bien 700 votes de pêcheurs, donc le pourcentage aurait été différent. Par exemple, si c'était des personnes avec un profil de personnes plus diversifié, des touristes, des pêcheurs, enfin, des gens comme vous et moi, quoi, avec votre famille qui pêche pas ou quoi, bref. Avec ces 700 votes, on a eu 22% des personnes qui pensent que le silure est un nuisible et qui bouleverse les milieux. On a quand même quelques petites nuances, je vais y revenir. Et on a aussi 78 personnes qui pensent que le silure a toute sa place dans les eaux françaises. Donc ce qu'on peut en déduire déjà de ce sondage, c'est qu'on a quand même des gens qui pensent que le silure c'est un nuisible, et il y en a qui se cachent pas, ils disent que dès que j'en pêche un, je suis obligé de le tuer parce que pour moi c'est lui qui est responsable. Je pêche au cou, je pêche plus une brème, et quand je pêche le brochet au leurre, dès que je prends un silure, je le flingue. Bon, pourquoi pas. On a d'autres nuances. On a des personnes qui ont voté pour le silure nuisible, mais qui disent le silure nuisible dans des environnements spécifiques. Si on l'introduit dans des milieux trop petits, il va avoir un impact catastrophique. Alors que si on l'introduit dans des grandes rivières qui font 40 mètres de large, etc., il va avoir toute sa place. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors, du coup, autre petit point intéressant, c'est que j'avais cherché un petit peu sur internet, et on avait la fédération de l'Indre qui avait
mis un petit peu le même sondage que moi et on avait eu 35% des personnes qui pensaient que le silure était nuisible. Donc aujourd'hui on va dire que c'est 12,6% de moins, donc c'est pas mal, on est sur la bonne voie. Alors, j'ai ensuite précisé, si vous voulez donner les raisons de votre choix, vous pouvez le mettre sous le sondage en commentaire. Donc j'ai eu environ une bonne centaine, 150 de commentaires, donc j'ai pu avoir vraiment tous les points de vue, donc c'était plutôt cool. J'ai fait une petite sélection, du coup je vous en lis quelques-unes si vous voulez, vous n'avez pas trop le choix quoi. Alors s'il est présent, c'est qu'une niche écologique était disponible pour lui. Ensuite, il deviendra nuisible bien sûr, il bouffe tout, même les canards. C'est une catastrophe écologique, il n'a rien à faire dans nos eaux. J'ai voté la raison du bouleversement, mais je le considère pas entièrement comme un nuisible, il a sa place, mais ça dépend de la rivière. Ou par exemple, c'est grâce au silure que nos eaux sont de plus en plus propres. Alors ce qu'on peut en tirer, on va dire, c'est que on a des opinions qui sont, qui sont diversifiées, qui sont nuancées, qui sont quand même assez nombreuses. On a des personnes qui voient le silure comme un prédateur lambda, sans avoir des réelles conséquences visibles, non négligeables. On a également l'idée que le silure est un nuisible qu'il faut éliminer, ça revient pas fréquemment, c'est pas fréquent. Et ensuite on a beaucoup de nuances comme je vous ai dit, on a beaucoup de personnes qui disent j'ai voté pour le bouleversement mais ça dépend des milieux. Et donc ça c'est intéressant. Alors ensuite du coup, comme j'aime bien faire, j'ai utilisé des études qui ont été faites, j'en ai utilisé deux. Alors il y a premièrement l'étude du silure sur la Dordogne par l'Épidore. Donc l'Épidore c'est l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne. Et ensuite on a la thèse de Mathieu Guillaume pour l'obtention du grade de docteur vétérinaire. Université Paul Sabatier de Toulouse. Donc ça a été deux études qui ont été menées sur des fleuves imposants, c'est-à-dire des milieux grands et non pas des petits milieux. Et ces études ont simplement pour but d'apporter plus de connaissances à ce silure pour savoir si réellement il a un impact non négligeable sur les autres espèces qui étaient présentes avant son introduction. Et c'est un petit peu pour lever le voile, est-ce qu'il y a des données fiables qui peuvent soutenir l'idée que le silure est nuisible et du coup qu'il doit être éliminé dès qu'on le pêche ou pas introduit dans un autre milieu, etc. Alors du coup le premier chapitre de l'article c'est simplement, le premier chapitre ou paragraphe, c'est colonisation rapide des cours d'eau et expansion de l'espèce. Je voulais savoir pourquoi le silure il a colonisé aussi rapidement nos eaux françaises, pourquoi il a grandi aussi vite, voilà, pourquoi on a une explosion du nombre de silures dans nos rivières. Et avec les recherches que j'ai fait, j'ai pu en mettre en lumière que c'est un poisson qui est rustique. C'est un poisson qui est rustique parce que c'est une espèce Euryès. Euryès, ça s'adapte un petit peu à tous les environnements et ça demande pas des conditions très spécifiques pour correctement se développer. Alors, je dirais que ça a une facilité d'adaptation assez intéressante. Le silure, il a une grande résistance à l'hypoxie, puisque par exemple, hein, il peut survivre jusqu'à 1,5 mg d'O2 par litre d'eau, donc c'est vraiment un apport en oxygène très faible. Il résiste également à un panel de température assez intéressant, puisqu'il peut résister d'une eau qui va de 3 degrés à 30 degrés. Donc honnêtement, dans nos eaux françaises, c'est un petit peu... ça va rarement en dessous des 3 degrés, en été ça va rarement au-dessus des 30 degrés, donc c'est parfait pour le silure. A noter que le silure il préfère une eau entre 25 et 28 degrés pour se développer correctement et pour que son système digestif s'active et soit au paroxysme de son activité. Et ensuite, c'est un carnassier qui peut s'aventurer dans des eaux saumâtres, donc des eaux qui sont à moitié douces, à moitié salées, jusqu'à 10 grammes de sel par litre. Donc moi-même avant je ne savais pas qu'il pouvait aller dans les eaux saumâtres, donc si tu ne le sais pas maintenant, tu le sais. Et on voit que du coup les eaux françaises ça répond à tous ces critères. Et donc on a un silure qui s'est hyper bien développé notamment dans le sud de la France. Au lac du Salagou il est présent mais partout en nombre. Sur le Tarn également où l'eau elle est vraiment chaude et voilà elle a toutes les conditions nécessaires pour qu'il se développe correctement. Mais ce qu'il faut également mettre en lumière, c'est qu'on a le phénomène de réchauffement climatique qui va simplement augmenter la colonisation des silures dans les eaux françaises. Par exemple, avec le réchauffement climatique, on voit qu'on a de plus en plus de silures, même s'ils sont en petite quantité, de silures en Bretagne par exemple, alors que lors de son introduction en France, c'était plus dans le sud et non pas en Bretagne. Alors ensuite,
On a vu que c'était un poisson rustique et on va voir du coup qu'on avait une niche écologique qui était disponible pour lui. Simplement, puisque je reprends le commentaire d'un internaute, s'il est présent, c'est qu'une niche écologique était disponible pour lui. La faute au déclin d'autres carnassiers dû à notre gestion des eaux. Donc il a totalement raison. Et ça veut dire que le silure pourrait cohabiter avec les autres espèces sans avoir de concurrence réelle et directe du coup entre ces espèces. Sur mon blog, donc sur l'article, j'ai un petit tableau qui représente un petit peu par exemple les périodes d'activité de différentes espèces: black bass, brochet, cendre, silure adulte, donc supérieur à 80 cm, et silure juvénile, donc inférieur à 80 cm. On a également la taille et le type de proie, le milieu de chasse, les périodes de chasse et aussi la température pour la reproduction. Pour les résultats de ce tableau, c'est simplement que on voit par exemple que le silure, il n'a, on va dire, qu'une conséquence directe sur le cendre et il serait en quelque sorte, le silure serait responsable de la délocalisation des cendres sans pour autant diminuer leur espèce. Voilà, on peut en tirer ça. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir l'article en question. En conclusion, on peut dire que la croissance rapide du silure, elle s'explique simplement parce qu'il y avait une niche écologique qui lui était disponible. Alors, maintenant, on va parler au sujet, le sujet qui fâche: alimentation du silure et conséquences. Alors, faut savoir que le silure, c'est un carnassier qui est opportuniste. Autrement dit, on va avoir un silure qui va manger l'espèce la plus présente dans le milieu. Par exemple, on a encore une preuve à l'appui: analyse des contenus stomacaux de 52 silures capturés sur la Dordogne en 2012. Et on a 16 espèces de proies qui ont été retrouvées dans l'estomac des silures. Ces espèces, c'est beaucoup. Mais on a ces espèces d'espèces de migrateurs. Donc on a par exemple les saumons, par exemple, cette espèce de cyprinidés, donc les gardons, rotangles, brèmes, etc. Tout ça, creverons, etc. On a les crustacés, donc les écrevisses américaines à pattes blanches, à pattes rouges, les mollusques. Est-ce que j'ai un exemple? Corbicules, voilà. Et d'autres espèces non identifiées. On a également les oiseaux comme les canards ou comme les poules d'eau, voilà. Le silure, il a également une grande capacité d'adaptation et j'ai vraiment trouvé une vidéo, elle est assez connue mais franchement elle m'épate. C'est des silures à Albi, donc dans le Tarn, qui s'attaquent à des pigeons quand ils viennent s'abreuver ou quand ils viennent faire leur toilette. Ils se font happer en fait par les silures. Ça montre quand même la capacité d'adaptation du silure. Si vous voulez voir la vidéo, je vous la mets dans la description de cette vidéo, pour vous donner quelques chiffres. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant et ça a rassuré pas mal de personnes. Faut savoir que le silure, par jour, il va consommer 1,5% de son poids vif. Donc à noter que le silure se nourrit pas tout le temps, puisqu'en hiver, si l'eau est inférieure à 10 degrés, il va pas se nourrir, puisque son système digestif va s'activer à partir des 10 degrés. Ce qui veut dire qu'en été, quand les eaux sont à 28 degrés, il va manger avec pas mal d'appétit pour en quelque sorte compenser avec le fait qu'il mangera moins en automne, en hiver, pendant les saisons froides. Ce qui veut dire que on a un silure qui mange entre 177 et 297% de son poids en une année. Ce qui fait que c'est pas énorme. Le silure également, il peut s'attaquer à des proies imposantes. C'est par exemple, on a remarqué que les proies ne font pas plus quand même de 10% de la longueur du silure. Ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu penser le contraire, puisque le silure, ça a quand même une gueule imposante, sa morphologie, ça met quand même en avant sa gueule imposante, et on pouvait penser que le silure, ça pouvait attraper un chien, un berger australien qui nage dans une rivière, il pouvait se faire attaquer par un silure. Honnêtement, c'est pas possible. Et comme on a le processus de digestion qui ne s'active qu'à partir de 10 degrés, on a l'hiver, il n'est pas très actif, il ne se nourrit quasiment pas, ce qui laisse champ libre aux autres carnassiers pour se nourrir sans réelle concurrence. Par exemple le cendre, qui peut du coup, comme il partage un petit peu la même zone de chasse et la même zone de repos, le cendre aura une ressource qui lui sera
complètement destiné. Maintenant, on va parler des conséquences de l'espèce. C'est sûrement la partie la plus intéressante de cette vidéo et donc il faut que tu sois attentif. Comme on a vu, en fait, le silure, ça a un caractère opportuniste. C'est-à-dire qu'il va se nourrir de l'espèce la plus présente et la plus accessible. L'espèce la plus présente dans un milieu, c'est elle qui va être la plus prédatée par le silure. Si on a une espèce qui est peu présente, elle va du coup être moins menacée par la présence du silure. Pour moi, le silure, il a pour rôle de réguler les espèces d'un milieu. Par exemple, on a, je ne me rappelle plus où c'est, mais on a des silures qui ont été introduits pour réguler la population de brèmes et pour laisser du coup d'autres espèces revenir à niveau et d'avoir une meilleure harmonie. Donc voilà, on peut par exemple, même à côté de chez vous, sûrement moi j'étais surpris mais c'est le cas, au lac du Salagou, on a les écrevisses américaines qui sont elles considérées comme une espèce nuisible, qui représentent un bon pourcentage du régime alimentaire du silure, puisque franchement les écrevisses elles sont présentes en nombre dans le lac du Salagou et du coup ça représente le mets de choix de nos silures. C'est également une bonne source de protéines. Du coup le silure dans le lac du Salagou il grandit assez vite. Pour vous donner un réel pourcentage, le réservoir de Riba-Roja en Espagne, les écrevisses elles représentent 60% du régime alimentaire du silure puisqu'elles sont présentes en nombre. Sur les espèces sédentaires, alors on a un petit graphique, notamment d'une passe à poisson, Golfech, sur la Garonne. Et donc on voit un petit peu l'évolution de différentes espèces de 1993 à 2011. Et on voit en quelque sorte le nombre de passages annuels en fonction des années de différentes espèces. Pour vous donner ces espèces, on a la brème commune, la carpe, le gardon, le barbeau, bien évidemment le silure et enfin le sandre. Ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a aucune diminution des autres espèces depuis l'arrivée du silure. On constate une légère diminution du cendre, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils évoluent un petit peu dans la même couche d'eau, dans les mêmes endroits, ils aiment bien les zones profondes, avec peu de courant. C'est pour ça que le cendre a pu être délocalisé par le silure, sans pour autant avoir des conséquences terribles sur la population de cendre. Donc la délocalisation de cendre, ça a été notamment mis en lumière dans la passe à poisson de Tulière, donc de 93 à 2011. Et sur les espèces de migrateurs, on a une vidéo qui est sincèrement une vidéo totalement bête, qui montre la prédation des silures au niveau des passes à poissons. Donc là c'est à Golfech dans le Tarn-et-Garonne, au niveau d'une passe à poissons qui assure la migration du saumon. On a des caméras qui ont été installées en amont et en aval et on montre qu'à l'intérieur de cette passe à poissons, on a des silures qui vont prédater un saumon sur 3 et ça va carrément nuire à la population de saumon. Comme je dis, c'est le caractère opportuniste du silure puisque en fait les saumons ici représentent une nourriture très accessible, simplement parce que voilà, des fois la passe à poissons elle est étroite de 50 cm, donc forcément. Est-ce que vous pensez sincèrement que s'il n'y avait pas ces passes à poissons, on aurait un saumon sur 3 qui serait prédaté par le silure? Est-ce que vous pensez que, comment vous pouvez expliquer du coup que le saumon soit autant prédaté sur le silure alors qu'on a dit tout à l'heure que les espèces les moins présentes dans un milieu sont les espèces les moins menacées? Pourquoi le saumon il est plus prédaté que par exemple le gardon qui est présent en nombre et beaucoup plus que le saumon? Donc honnêtement, je pense que les personnes qui ont fait cette vidéo, c'est des professionnels, hein, mais c'est un petit peu pour se donner bonne conscience, alors que voilà, s'il n'y avait pas ces passes à poissons, il n'y aurait pas ce problème. Donc c'est histoire de se donner bonne conscience. Tu peux liker la vidéo si ça t'a apporté quelque chose, ou mettre un commentaire. Si t'es d'accord, tant mieux. Si t'es pas d'accord, c'est normal, c'est humain. Hein. Si t'es pas d'accord avec ce que je dis, ben, on peut en débattre dans les commentaires. Tolérance et respect se rang de rigueur quand même. Et voilà, sur ce je te dis bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Tom alias Rodfishing de mon blog apprendre la pêche en ligne.com.